webinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Fabien Magin, je suis échevin des affaires économiques à la ville de Bruxelles et donc en partenariat avec Bessie et le Centre pour entreprises en difficulté que je remercie pour leur collaboration. Nous avons décidé aujourd'hui, en deuxième tentative, d'organiser ce webinaire autour, c'est vrai, d'une question difficile durant cette période très particulière pour le monde économique que nous connaissons et dans cette période Covid, de pouvoir permettre aux entreprises et aux commerçants de faire le point, de savoir où est-ce qu'ils en sont. Est-ce que mon entreprise est aujourd'hui fortement ébranlée? Quelles sont un peu les mesures que je peux prendre? Toute entreprise, je crois, est aujourd'hui ébranlée par cette crise, et de voir aussi un peu quelles sont les perspectives par rapport à cela. Et c'est véritablement la question au cœur de ce webinaire aujourd'hui, avec plusieurs intervenants que je laisserai se présenter tout de suite, qui vont pouvoir faire le point sur ces différentes questions et puis vous laisser à vous, commerçants, l'occasion de poser aussi vos questions et d'essayer, pour ce qui nous concerne, d'y apporter des réponses. Et donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long dans cette introduction. On sait que c'est une période difficile pour beaucoup d'acteurs économiques. On croit qu'il y a quand même encore des perspectives, des solutions qui peuvent être apportées, des conseils juridiques qui sont à disposition par Bessie et par le Centre pour les entreprises en difficulté. C'est en tout cas ce que nous vous proposons ce matin. Donc je remercie véritablement tant Bessie et le Centre pour entreprises en difficulté et Entreprendre.Brucity, qui est notre ASBL de soutien aux acteurs économiques, pour l'organisation de ce webinaire que je vous souhaite le plus intéressant possible et qui, j'espère, vous apportera énormément de réponses. Voilà, je ne vais pas être plus long et je laisse la parole à nos intervenants pour peut-être permettre à tout un chacun de se présenter. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Welcome iedereen. Merci, Monsieur Leschevin, en tout cas, pour cette collaboration que j'espère la plus utile pour les entrepreneurs. Alain Demaré, coordinateur du dispositif Centre pour entreprises en difficulté, organisé par Bessie. Vandaag zullen we proberen om u te helpen en ook om verschillende oplossingen voor uw bedrijven te begrijpen. Pour vous aider, nous mobilisons donc des équipes pluridisciplinaires et nous remercions aujourd'hui les différents intervenants. Je vais les laisser se présenter et nous passerons ensuite directement aux différentes questions qui nous préoccupent aujourd'hui sur la viabilité des entreprises. Peut-être Maître Lucille Bermond? Bonjour à tous, effectivement, mais bienvenue et merci d'être là. On va essayer au maximum de répondre à toutes vos questions. Pour ma part, je suis avocate au sein du cabinet Janson et je suis particulièrement spécialisée en droit commercial, droit des sociétés et droit des sociétés en difficulté, insolvabilité, restructuration. Et je suis également médiateur et curateur auprès du tribunal de l'entreprise de Bruxelles francophone. Voilà. Jean-Pierre? Oui, bonjour à tous. Mon nom est Riquet. Je suis juriste fiscaliste et je travaille comme externe en tant que juriste au Centre des entreprises en difficulté depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'ai l'occasion de recevoir les entreprises qui sont avec tous les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus pour le moment. Et à côté de cela, donc, j'ai eu l'avantage de gérer une fiduciaire pendant une quinzaine d'années. Et malgré la profession de juriste, ça me permet de bien comprendre les éléments comptables, les éléments des bilans et toutes les difficultés de la gestion des entreprises. Et finalement, Pieter? Goedemorgen, mijn naam is Pieter van Hollebeke. Ik heb in het verleden gewerkt als advocaat, jurist en dan vervolgens als ondernemingsleider, waar ik heel moeilijke jaren heb meegemaakt. Ik heb dus wel enige ervaring voor moeilijke perioden in de ondernemingswereld. En ik ben verder nog altijd bezig met het bekijken van ondernemingen in moeilijkheden in het kader van de werking van een ondernemingsrechtbank. Et je peux dire la même chose en français. Merci Peter. Nous allons commencer, Jean-Pierre, avec ta présentation et tes éléments. On le sait, de nombreuses entreprises ont vu ces derniers mois leur activité ralentir, voire même être réduite à néant. Les trésoreries sont soumises à rude épreuve. Et dans ce contexte, quelles mesures prendre
et comment réagir et surtout comment est-ce que les entrepreneurs peuvent s'adapter? Voilà. Donc, je propose de pouvoir commencer par ce qui est nécessaire. Et la difficulté, c'est pour beaucoup d'entreprises de ne pas savoir exactement bien avoir une information complète et viable. Et c'est ça la difficulté pour pas mal de personnes, c'est de ne pas avoir ne fût-ce qu'un bon calcul de coût de revient. Donc, il est important de bien connaître son entreprise, de bien connaître ses chiffres, de bien connaître tous les différents facteurs directs. Par exemple, pas mal d'entreprises n'intègrent pas des frais de transport, des frais de stockage, de packaging, etc. Tout ça est vraiment fondamental, ce qui fait que parfois, ils vendent à un prix qui est inférieur à leur coût de revient, donc ils n'ont pas de marge et donc dans ce cas-là, évidemment, ils ne savent pas pouvoir entraîner et des bénéfices et de la trésorerie. Un petit exemple que je rencontre souvent, qui est de la simple arithmétique, beaucoup de gens font, quand ils veulent calculer un prix hors TVA, ils prennent leur smartphone et ils font 121 moins 21% et ça donne 95,59. Alors que le calcul exact, c'est tout simplement 121 divisé par 1,21 et on arrive bien sûr au chiffre de 100. Alors, pour pouvoir faire tout cela, il faut surtout surveiller ses comptes, surveiller ses créances clients. Donc, vous avez dans votre entreprise, évidemment, des personnes qui payent comptant, mais vous en avez d'autres à qui vous accordez une forme de crédit, que ce soit un crédit sur 10 jours, sur 20 jours, peu importe, ou même parfois sur 2 mois, sur 3 mois, quand on parle des grandes entreprises ou des entreprises qui ont une taille plus importante par rapport notamment à la grande distribution ou d'autres. Donc, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir des tableaux de bord viables, des tableaux de bord sécurisés, c'est-à-dire qui vous donnent une information de qualité. Il ne faut pas vous contenter d'une comptabilité qui est faite a posteriori, 3 mois plus tard, par votre expert comptable, qui évidemment fait son travail, notamment pour la TVA, mais vous devez absolument avoir une gestion de votre trésorerie au jour le jour. Quand vous tenez votre journal de recettes tous les jours, vous devez aussi tenir votre journal de trésorerie tous les jours. Et je remarque, ce n'est pas un reproche, je ne suis là pour juger personne, que beaucoup d'entreprises n'ont même pas ce journal de trésorerie, alors que c'est un journal obligatoire, on l'appelle le journal des disponibilités en termes techniques, mais vous devez avoir votre journal de trésorerie tenu au jour le jour. Il faut ensuite pouvoir réagir relativement vite. Quand vous rencontrez des retards, quand vous voyez que les créanciers commencent à s'énerver, prenez contact avec eux. Ne faites pas la politique de l'autruche. Contactez votre propriétaire, la TVA, l'ONSS, les banquiers, les fournisseurs. Toutes ces personnes-là sont entre guillemets, des partenaires aussi de votre entreprise. À partir du moment où ils ont confiance en vous, ils vont vous accorder des délais et vous allez pouvoir avoir, évidemment, dans ce cas-là, une réactivité bien plus forte. Alors, n'oubliez pas que vous devez d'abord payer le propriétaire, en tout cas pour la valeur des meubles, ensuite la TVA, l'ONSS, et puis après les banquiers, les fournisseurs. Or, souvent, vous faites l'inverse. Et malheureusement, cette technique est illégale. Il y a le respect de priorités dans les paiements à devoir respecter. Pour sentir les difficultés, beaucoup d'entreprises se voilent la face. Elles ne prennent pas à temps les mesures de protection. Donc, Maître Bermond va vous expliquer un petit peu ce qui existe comme possibilité pour pouvoir être efficace dans la gestion d'une entreprise en difficulté. S'il vous plaît, ne reportez pas cela à demain. Vous devez aussi être à jour en comptabilité parce que dans le cadre des opérations que l'on va vous présenter, la comptabilité de moins de 3 mois, une comptabilité complète, aussi avec une situation de trésorerie, des futurs encaissements et décaissements, c'est vraiment indispensable. Alors, quelle est cette documentation que vous devez préparer pour pouvoir faire en sorte que ces mesures d'entreprise en difficulté puissent être efficaces? Une situation bilantaire de moins de 3 mois avec votre expert comptable, un état de la trésorerie pour les 6 à 8 semaines qui viennent, donc ce qu'on appelle des balances âgées,
un détail actualisé, un extrait de compte de la TVA, des impôts, de l'ONSS, des cotisations. Vous devez avoir tout ça à votre disposition, des éventuelles procédures déjà mises en place par des huissiers pour des recouvrements, les plans de remboursement des crédits au niveau des banquiers avec les retards éventuels, les reports qui ont peut-être déjà été accordés dans le cadre des mesures de Covid au mois de mars et au mois d'avril. Vous devez avoir tout cela pour que l'information soit de qualité. Donc, s'il vous plaît, ne commencez pas à oublier de payer votre comptable, votre avocat, parce que ce sont eux qui vont être en première ligne avec vous pour vous assister, pour faire en sorte que vous puissiez, dans cette procédure, avoir une information vraiment de premier ordre pour transmettre au tribunal, le cas échéant, il y aurait une procédure à devoir lancer dans le cadre du tribunal de l'entreprise, parce que tant que tout ça n'est pas complet, vous ne savez pas avancer et donc vous reculez puisque vous n'avez pas de mesure de protection de votre entreprise. N'oubliez pas aussi que quand on est avec des difficultés, si vous ne le faites pas, votre responsabilité peut être engagée. Et aussi, si on arrive dans des procédures de faillite, malheureusement, vous avez une responsabilité sur vos biens personnels dans pas mal de cas. Voilà, on peut y revenir tout à l'heure dans le cadre des questions. Merci beaucoup. Mon micro, voilà. Merci Jean-Pierre pour ce premier parcours des différentes mesures que les entrepreneurs et les commerçants doivent absolument mettre en place. Nous avons parcouru les quelques éléments. On pourra peut-être résumer tout à l'heure les quelques éléments que tu indiquais pour que ce soit bien présent à l'esprit, les éléments de pilotage de l'entreprise et surtout en cette période de turbulence, tous les éléments qu'il faut absolument garder à portée de main pour avoir une situation et une vue sur son entreprise la plus récente et la plus à jour possible. Peu importe la solution, peu importe le contexte dans lequel on se trouvera, tous ces éléments devront être mobilisables très, très rapidement. Maître Bermond, un certain nombre, malheureusement, d'entrepreneurs seront contraints soit de clôturer définitivement leur activité, ou en tout cas d'y réfléchir vraiment avec les différents conseillers qui les entourent. Comment peuvent-ils se préparer et quelles sont les procédures existantes des acteurs de référence dans ce cadre-là? Bonjour à tous. Alors, je vais mettre mon petit PowerPoint aussi. Voilà. Écoutez, le plus important, effectivement, face à cette crise, et je crois que tout le monde a un petit peu la tête dans le guidon, c'est difficile d'y voir clair, mais il faut, bon, comme l'a dit M. Riquet, avoir une comptabilité qui est le plus à jour possible pour qu'une fois que la réflexion personnelle soit faite, les moyens d'action soient tout de suite mis en œuvre. Mais ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise, où est-ce que j'en suis? C'est-à-dire, est-ce que mon activité était viable avant la crise et que c'est vraiment dû au corona? Est-ce qu'il y avait déjà des problèmes et ça n'a fait qu'empirer? Est-ce que j'ai des chances? Est-ce que ça n'est pas trop tard? Est-ce que je pourrais retrouver à moyen terme une rentabilité? Est-ce que j'ai intérêt à garder la structure, c'est-à-dire la société qui héberge votre activité? Et ce qui me paraît effectivement très important en période de crise comme cela, c'est est-ce que j'ai l'envie et la force physique et mentale de pouvoir poursuivre cette activité? Ça, c'est très important. Il faut vous écouter vous aussi parce que être entrepreneur, c'est une activité qui est éreintante. Alors, si vous décidez de poursuivre votre entreprise, vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous en fonction de l'état de votre trésorerie et de l'activité. Nous y reviendrons un petit peu. Donc, vous avez ce qu'on peut avoir la conciliation avec un ou plusieurs créanciers. Vous pouvez avoir un médiateur d'entreprise qui sera là pour vous coacher et pour aider à trouver un plan de remboursement, de plusieurs accords avec vos créanciers. Et puis, ça peut se faire aussi par différentes structures, procédures qui sont en place auprès du tribunal. Donc, ça peut être la PRJ par accord amiable ou collectif ou bien le transfert d'entreprise. Si effectivement, votre activité est viable, mais que la structure qui l'héberge est trop endettée, donc votre société a beaucoup de dettes, mais
mais cette activité a été rentable et peut encore l'être, alors on peut imaginer de la transférer dans une nouvelle société, que ce soit une société tiers, et là vous arrêtez votre activité, ou que ce soit même une autocession. Cette autocession peut être faite, alors la cession de fonds de commerce, il faut qu'il n'y ait pas de dette particulière, mais sinon ça peut être une PRJ par transfert, ou bien même une faillite avec une reprise d'activité ensuite. Et là, vous avez une séparation complète entre les dettes de l'ancienne activité et l'activité que vous avez transférée qui repart en sorte de fresh start comme ça. Ou bien si vous souhaitez arrêter votre activité, mais mettre votre société en veille, ou ce qu'on appelle les sociétés dormantes, si votre société n'a pas trop de dettes pour l'instant, mais que vous souhaitez à un moment reprendre une activité, que ce soit la même activité ou une autre activité, vous avez ce véhicule, quelque part la société, que vous pouvez mettre en veille. Alors, on verra, il y a quelques obligations à respecter. Et puis, si vous souhaitez aussi arrêter votre entreprise, parce que là, vous décidez de débrancher la prise, vous avez l'aveu de faillite qui est possible. L'aveu de faillite qui est obligatoire, puisque c'est une responsabilité si vous êtes en cessation de paiement persistant pendant 30 jours. Donc, après 30 jours, vous devez normalement, si vous n'êtes plus capable de payer un fournisseur et que quand vous souvent, ou des tiers ou des banquiers n'ont plus envie de vous prêter du crédit, ou bien, si vous voulez faire ça plus en douceur, vous avez la dissolution plus liquidation de votre société. C'était pour un petit tour des différentes possibilités, mais il faut bien avoir à l'esprit que d'abord, vous devez être clair avec vous-même sur le chemin que vous avez envie, que vous êtes prêt à faire personnellement par rapport à votre société et votre activité. Alors, mettre fin à son activité, ça n'est pas mettre fin à sa société. Comme je vous l'ai dit, le véhicule peut rester dormant. Alors, le but, c'est de redémarrer un jour votre activité. La condition, c'est que vous ne devez a priori pas avoir de dette, sinon les créanciers vont venir mettre en faillite votre société. Alors, ce à quoi il faut être attentif, c'est radier votre numéro d'entreprise à la BCE, c'est arrêter votre TVA, c'est arrêter le paiement des cotisations d'assurance sociale, c'est arrêter l'enregistrement auprès de l'ONSS si vous êtes employeur, et puis éventuellement les autorisations d'AFSCA, de SABAM, tout ça. Mais votre société continuant à exister, il y a des obligations du Code de droit des sociétés et des associations qui restent applicables, et notamment la publication annuelle des comptes. Donc, ça engendre encore un petit peu de frais d'avoir une société dormante, ce qui est important. Et il faut avoir à l'esprit également que si vous ne publiez pas vos comptes, maintenant, le tribunal de l'entreprise est beaucoup plus attentif aux sociétés dormantes et pourra d'office, enfin en tout cas, décider de liquider toute société qui, après 7 mois, n'a pas publié ses comptes. Alors, où vous renseignez? Auprès de votre comptable, qui sera à même de, sur base des chiffres, vous guider, le guichet d'entreprise et votre secrétariat social. Pour mettre fin à votre entreprise, là, vous avez 3 voies. C'est la dissolution volontaire, la dissolution judiciaire ou l'aveu de faillite. Donc, volontaire, c'est une décision de l'Assemblée générale de votre société qui décide d'arrêter les activités. On va essayer de récupérer toutes les créances, tout l'actif, donc vendre s'il y a un immeuble, vendre s'il y a un fonds de commerce, s'il y a du stock, et avec ça, répartir l'argent aux différents créanciers. La dissolution et la liquidation peuvent être déficitaires, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible pour une société qui est endettée de tout de même faire une liquidation en désignant un liquidateur qui peut être le dirigeant de l'entreprise ou qui peut être un liquidateur externe, un avocat, un comptable, quelqu'un qui ait un peu plus l'habitude de le faire, parce que le risque est que dans toutes les actions que vous allez entreprendre pour liquider, votre responsabilité va potentiellement être mise en cause si jamais vous avez un souci dans la répartition des fonds, si un créancier est mécontent ou autre chose. Mais c'est tout à fait possible de le faire soi-même. Alors, c'est assez procédural. Il y a une procédure qui est assez lourde.
mais qui n'est pas du tout impossible à faire et qui permet de dissoudre puis liquider votre société. La dissolution judiciaire, mais c'est lorsqu'elle vient par une décision du tribunal, qui peut être faite soit à l'initiative, par exemple, d'un des associés ou d'un des gérants, ou du procureur du roi, si par exemple, mais justement, c'était l'hypothèse que j'évoquais, où les comptes annuels ne sont pas publiés après 7 mois, après la date limite. Et puis, il y a l'aveu de faillite, qui est la solution la plus rapide et la moins coûteuse pour autant que vous soyez dans les conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cessation de paiement et un ébranlement de crédit de votre activité, de votre entreprise. La dissolution volontaire, vous avez une possibilité, si vous souhaitez arrêter votre entreprise, que vous souhaitez clôturer votre activité, mais que l'activité était bénéficiaire. Donc là, il ne doit pas y avoir de dette. Vous pouvez faire une dissolution, ce qu'on appelle en un acte, c'est-à-dire aller devant le notaire et on ouvre et on ferme en même temps la liquidation et votre société est arrêtée, est éteinte en une fois. Alors, c'est très facile à faire. Ça coûte à peu près 4 000 € puisqu'il suffit d'aller une fois devant le notaire. Il faut une situation comptable, bien entendu. Éventuellement, s'il y a quelques dettes, on peut consigner les montants, mais il faut que l'actif soit là. Ce qui permet de tourner la page assez rapidement, pour autant que la société ne soit pas endettée. Sinon, vous avez la solution classique de dissolution. Et là, donc, il y a une décision de l'AG qui nomme un liquidateur. Il y a une publication, puis une homologation, une publication au moniteur belge du liquidateur, une homologation par le tribunal de l'entreprise, c'est-à-dire que le tribunal va vérifier si le liquidateur est apte à faire. Bon, ça veut dire en gros que s'il n'a pas de casserole, s'il n'a pas de condamnation, des choses comme ça. Et puis ensuite, chaque année, il va devoir y avoir quand même un rapport fait au tribunal, une comptabilité qui continue à être faite, des comptes qui continuent à être publiés. Et à la fin de la liquidation, alors là, on a de nouveau une publication au moniteur belge. Je vous ai mis des coûts approximatifs parce qu'effectivement, c'est plus pour une SPRL que pour une multinationale. Ces coûts-là, les coûts de l'acte notarié ne changent rien, mais la rémunération d'un liquidateur, si vous devez liquider un petit commerce ou si vous devez liquider une société qui a une cinquantaine de points de vente, effectivement, les coûts ne sont évidemment pas les mêmes. Et une dissolution, la liquidation peut durer 1 an, 2 ans, tout dépend de l'actif à réaliser et de la difficulté du dossier. Vous avez la dissolution judiciaire qui est prononcée par le tribunal, comme je vous l'ai dit. Là, il y a un liquidateur professionnel qui est désigné, sauf pour les dissolutions de sociétés non actives. Donc, quand il n'y a pas de dépôt de compte après 7 mois à la clôture de l'exercice, et bien là, si le tribunal, sur base des comptes, voit qu'a priori, il n'y a absolument pas d'actifs dans la société, il pourra décider de faire une clôture immédiate de la liquidation sans destination du moindre liquidateur. Et ensuite, vous avez l'aveu de faillite. L'aveu de faillite, donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 conditions. C'est la cessation de paiement persistante, donc c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous avez un problème de paiement pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Il faut que vous ne puissiez jamais payer vos factures. Quand bien même vous pouvez payer, respecter des termes et délais, des choses comme ça, ça n'est pas une cessation persistante de paiement. Et l'ébranlement de crédit, ça veut dire que personne n'est prêt à vous donner du crédit, donc plus aucun organisme bancaire n'est prêt à vous donner de l'argent ou à vous prêter de l'argent, et que vous, personnellement, si vous avez déjà mis de l'argent dans votre société, vous n'avez plus envie de continuer à alimenter votre société par un compte courant, par exemple. Vous avez l'obligation de le faire si dans les 30 jours de la cessation persistante de paiement. Alors, comment est-ce qu'on fait un aveu de faillite? Concrètement, vous allez sur le site Rexol maintenant. Donc, Rexol, c'est le registre insolvabilité. Vous avez toute une liste de documents à préparer et notamment, ce qui est toujours important, c'est cette comptabilité récente. Pourquoi? Parce que c'est sur base de cette comptabilité que le curateur va vérifier qu'effectivement, il y a bien une cessation de paiement. Il va pouvoir voir les actifs qu'il y a, s'il n'y a pas de détournement ou
d'autres problèmes. Et le tribunal, sur base de ces documents, va vérifier la cessation de paiement, l'ébranlement de crédit, va désigner un curateur qui, lui, va être chargé, va prendre la place du gérant et va être chargé de récupérer tout l'actif de la société, les éventuelles créances impayées, et puis ensuite de le répartir entre les créanciers. Il est toujours important de voir et de vérifier lorsque vous faites l'aveu de faillite, que ce soit pour une société ou pour vous-même, si vous êtes indépendant personne physique, c'est de vérifier que vous avez, si c'est une société, il y a une séparation du patrimoine. Donc, à moins que vous soyez caution bancaire souvent pour un prêt de votre société, le fait que vous fassiez aveu de faillite de votre société n'engage pas votre patrimoine personnel. Ça, c'est le principe de base, sauf si bien sûr il y a des malversations, si vous avez ce qu'on dit un dol, donc c'est-à-dire qu'il y a des fautes graves dans la gestion de la société, mais a priori votre patrimoine personnel, sauf si vous êtes porté caution personnelle, n'est pas touché. Si vous êtes indépendant personne physique, là il n'y a pas de séparation de patrimoine malheureusement, donc effectivement tout votre patrimoine là est touché. Et donc, il convient de vraiment aller voir votre comptable ou un avocat pour prendre des renseignements et voir quels sont les risques que vous encourez. Sachant que l'avantage, voyons, de l'aveu de faillite lorsque vous êtes en personne physique, c'est que vous avez une procédure d'effacement qui est possible et qui est, si vous en faites la demande rapidement, c'est dans les 3 mois de l'aveu de faillite, qui est quasi automatique, c'est-à-dire sauf si un créancier ou le ministère public estime que vous avez fait de fautes très graves, eh bien, vous avez cette procédure qui efface toute votre dette et vous avez ce qu'on appelle un fresh start, c'est-à-dire qu'on gèle votre passif avant le jugement de faillite. Et tout ce passif-là ne doit pas être remboursé, qu'il soit professionnel ou privé. Que vous soyez porté caution à la banque pour un emprunt bancaire de votre maison, que vous ayez des dettes à l'hôpital, que vous ayez, que sais-je, des dettes chez n'importe quel fournisseur, ce passif-là ne devra plus être payé. À partir du jour de l'ouverture de la faillite, vous pouvez recommencer à travailler et ces revenus-là ne seront pas pris par le curateur en vue de désintéresser les créanciers. Vous avez vraiment un nouveau départ qui vous permet de pouvoir reprendre une activité, relancer une activité, que ce soit en tant que société, en tant que personne physique ou bien en tant que salarié. Ce qui est intéressant aussi avec la nouvelle loi, c'est que si vous aviez une société et que vous faites aveu de faillite pour votre société, vous êtes dirigeant d'entreprise, donc dirigeant de cette société, et que par l'activité qui a été générée par cette société, vous vous êtes endetté personnellement. Et là, je pense particulièrement aux cautions personnelles que vous auriez prises pour la banque pour des prêts qui étaient des prêts professionnels. Eh bien là, vous aurez également la possibilité de faire aveu de faillite en nom personnel pour ces dettes-là. Alors, il faut faire attention et regarder peser le pour et le contre, puisqu'effectivement, là, tout votre patrimoine personnel est touché et donc, si vous avez une maison, si vous avez une voiture, tout cela risque d'être vendu par le curateur. Et enfin, lorsque vous faites aveu de faillite en nom personnel, vous avez également le droit passerelle qui maintenant est très connu malheureusement avec le Covid, qui au départ est un droit qui est pour les indépendants, pour les aider à repartir après une faillite. Il y a quelques conditions, mais en gros, vous avez droit à ces primes de 1200 ou 1600 pendant 1 an pour vous permettre de vous relancer. C'est un peu le chômage des indépendants. Donc, pour toutes ces questions-là, n'hésitez pas à aller voir le Centre des entreprises en difficulté, votre comptable qui vous dira si effectivement vous êtes en cessation de paiement ou pas, et votre avocat pour préparer et vous assister dans le cadre d'un aveu de faillite. Au niveau de solutions que vous pouvez trouver avec vos créanciers, si la situation n'est pas aussi loin
que pour devoir faire l'aveu de faillite ou devoir arrêter votre société, mais au contraire, vous rencontrez des difficultés dues à la crise et que vous avez envie de prendre les devants afin d'éviter d'aller dans le mur. Vous avez plusieurs possibilités qui sont ouvertes à vous. Vous avez d'abord la conciliation. Donc, si vous avez déjà un créancier qui va devant le tribunal pour avoir un jugement pour vous demander de payer, vous pouvez aller devant une chambre de conciliation qui vous aidera. C'est une chambre qui est vraiment avec un magistrat professionnel et deux juges qui sont plus du terrain. Et eux vont étudier en amont votre affaire, puisque vous allez, avant l'audience, envoyer un résumé de l'affaire, les pièces utiles. Vous pouvez ou non prendre un avocat. L'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est facile. Vous pouvez juste envoyer un email ou un courrier au tribunal pour demander à passer en chambre de conciliation. L'affaire va être confidentielle, c'est-à-dire que tout ce qui va être dit, que ce soit à l'autre partie ou au magistrat, ne pourra pas servir de base pour une éventuelle procédure si la conciliation échoue. Et ce qui est intéressant, c'est que le magistrat va vous donner son avis par rapport à l'affaire et va vous dire, écoutez, voilà, on n'est pas ici pour juger. De toute manière, soit il y a un accord, soit il n'y en a pas. Mais sachez que si vous deviez aller devant une chambre normale, procédurale, eh bien, il y a de fortes chances que le magistrat juge dans ce sens ou dans l'autre. Et donc, ça permet aux parties de réaliser un petit peu leur position par rapport à un litige et à trouver un accord. Alors, évidemment, il faut que les deux parties soient d'accord. Un, pour se rendre à la conciliation et deux, pour qu'il y ait un accord qui devienne obligatoire sous forme d'un jugement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez rapide puisque soit il y a un accord et alors il est acté par la Chambre et ça vaut jugement, soit on voit qu'on n'est pas loin d'un accord mais qu'on n'a pas eu le temps pendant cette audience-là, alors on renvoie devant un médiateur, soit si on voit qu'il n'y a absolument aucun accord qui peut être dégagé, eh bien on bâtit déjà un calendrier d'échange de conclusions pour ne pas perdre trop de temps et on rebascule dans une procédure judiciaire classique. Mais ça permet de manière rapide, facile, confidentielle, de trouver un accord avec un ou plusieurs créanciers qui se fait un petit peu pressant. Ensuite, vous avez la médiation d'entreprise. Alors, cette médiation d'entreprise, elle est plus conseillée quand vous avez déjà plusieurs créanciers auxquels vous n'arrivez pas, que vous n'arrivez pas à payer, qui sont un petit peu pressants. L'avantage, c'est que par une simple requête au tribunal, vous allez avoir un médiateur d'entreprise qui va être désigné. Médiateur qui peut être un avocat, mais pas nécessairement. Ça peut aussi être un ancien chef d'entreprise, ça peut être un comptable, ça peut être un expert comptable, un réviseur. Quelque part, la personne la plus adaptée. Vous pouvez demander que telle personne soit désignée ou non. Et l'avantage, c'est que cette personne va être neutre et va aller voir vos créanciers et avec une certaine crédibilité puisqu'il est indépendant. Il y a la confidentialité qui est garantie. Et enfin, vous avez un arbitre, le tribunal qui va pouvoir arbitrer et entériner l'accord qui pourrait avoir lieu. Et ce médiateur, donc, propose des plans d'appurement. Ça peut être le même pour tous ou ça peut être différencié pour chacun. C'est particulièrement efficace pour les dettes bancaires, puisque cette personne-là va aller vraiment négocier avec les banques de manière indépendante et c'est souvent la manière la plus efficace pour trouver une solution avec les organismes bancaires. Alors, vous devrez payer le médiateur. La durée est relativement rapide, ça tout dépend de l'étendue. Et l'avantage de cette confidentialité, c'est selon la taille de l'entreprise. En fait, on va soit faire des accords qui vont rester confidentiels et donc vous n'avez pas cette publicité que vous auriez dans le cadre soit d'une réorganisation judiciaire, soit d'une faillite. Mais vous pouvez aussi préparer tous ces accords qui deviendront publics, mais très rapidement puisqu'ils seront entérinés tout de suite par le tribunal. Par exemple, vous en avez eu beaucoup en ce début de crise, des sociétés comme Le Pain Quotidien
qui ont fait appel à des médiateurs d'entreprise pour aller négocier avec les banques, avec les actionnaires, pour trouver quelque part en souterrain, en sous-marin, des actions, des accords qui ont pu être entérinés sans publicité. Et la publicité s'est faite dans un second temps, une fois qu'il y avait un accord pour pouvoir refinancer l'activité viable principale. Et bien là, il y a une publicité pour se séparer des branches qui étaient moins viables, mais en s'assurant, grâce au travail qui avait été fait en amont, de la viabilité du projet et éviter toute perte de valeur de la société, puisque tout était fait de manière confidentielle. Et puis, vous avez cette procédure qui va sûrement et à terme être fort utilisée, puisque c'est un outil qui est précieux dans le cadre d'une restructuration de société et pour aplanir les dettes et permettre aux créanciers de pouvoir être payés, mais aux débiteurs de pouvoir étaler de manière assez large ces paiements. Vous avez la procédure de réorganisation judiciaire. Il y a 3 branches différentes dans la procédure de réorganisation judiciaire. Vous avez une procédure par accord amiable. L'accord amiable peut être hors de la procédure ou dans la procédure. Alors, hors procédure, c'est un peu le même principe que le médiateur d'entreprise. Il n'y a pas de publicité, tout se fait off record. Et puis, une fois que l'accord est entériné, alors, une fois que l'accord est fait entre parties, il est entériné par le tribunal, mais tout ça se fait de manière très silencieuse. Alors que pour la procédure d'accord collectif ou de transfert d'entreprise, là, vous aurez une certaine publicité qui va être faite, puisqu'il n'y aura pas de confidentialité de la procédure. Alors, bon, publicité qui est quand même toute relative, dans la mesure où si vous êtes une petite société, votre nom ne figurera pas nécessairement dans tous les journaux, mais sachez qu'effectivement, comment ça se passe dans les faits? Eh bien, vous avez souvent un journaliste de l'Écho qui vient à l'audience et qui regarde le rôle, donc qui regarde la feuille avec les affaires qui sont inscrites. Et comme les audiences peuvent être publiques, mais vous pouvez aussi demander le huis clos pour l'ouverture, eh bien, il assiste à l'audience et voit et peut faire éventuellement un article là-dessus. Alors, entre le nombre de sociétés qui sont en PRJ et le nombre d'articles, sachez que c'est quand même assez minime. Mais ça existe. Alors, la PRJ, on dit souvent PRJ, procédure de réorganisation judiciaire, qui peut en bénéficier? Toute personne physique ou toute société qui a un problème de continuité, dont la continuité est menacée à bref ou moyen terme, c'est-à-dire que vous avez des mises en demeure que vous ne savez pas honorer, ou bien, ça c'est automatique, si votre actif net est inférieur à la moitié du capital social pour les sociétés, si vous avez des rappels, des saisies, si vous avez des plans de remboursement que vous voyez que vous n'allez plus pouvoir être en mesure de respecter. Comment ça se passe? Donc là, vous avez les mesures hors procédure, c'est-à-dire la désignation d'un médiateur ou un accord amiable, ça on l'a déjà évoqué, ou les procédures judiciaires. Alors, comment ça se passe? Vous devez déposer une requête également sur Rexol, donc le registre d'insolvabilité, c'est un site internet, maintenant un serveur, un hébergeur, avec toute une série de renseignements et là encore, une comptabilité à moins de 3 mois. Là, vous aurez c'est un peu plus astreignant puisque, outre votre comptabilité à moins de 3 mois, vous devrez également avoir un plan de trésorerie à 6 ou 12 mois pour montrer que votre activité, si on enlève les dettes du passé qui seront gelées, est viable et que vous n'allez pas créer de nouvelles dettes avec votre activité. L'avantage de la réorganisation judiciaire, c'est qu'une fois que votre requête est déposée, vous êtes protégé de toute procédure d'exécution. Qu'est-ce qu'une procédure d'exécution? Vous êtes protégé de toute saisie qui pourrait arriver par des créanciers. Toute saisie sur compte, toute saisie mobilière,
et ce qui vous permet de pouvoir poursuivre votre activité et geler toutes les dettes du passé. Donc, toutes les dettes qui existent au jour de l'ouverture du jugement. Donc, le tribunal va analyser votre dossier et va vérifier si effectivement, votre activité est menacée, la continuité de votre activité est menacée à moyen ou court terme. Donc, elle va vérifier si effectivement vous avez des créanciers que vous n'êtes pas en mesure de payer. Et 2, elle va également vérifier que vous respectez bien la loi et que vous ne violez pas l'ordre public, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de vous servir de cette loi pour finalement ne pas payer telle ou telle dette. Une fois que le tribunal ouvre cette procédure, vous n'avez plus, pendant le sursis, donc le tribunal va vous octroyer entre 3 et 6 mois de sursis la première fois, qui peut être renouvelable jusqu'à 12 et de manière exceptionnelle jusqu'à 18. Pendant ce temps-là, vous ne devez pas payer les dettes antérieures à l'ouverture du jugement. Et ce temps-là va vous permettre de pouvoir élaborer un plan, si vous êtes en accord collectif, un plan de remboursement de vos différents créanciers. Si vous êtes en accord amiable, ça va vous permettre de négocier avec 2 ou plusieurs créanciers, mais au minimum 2 créanciers, un accord amiable qui sera entériné par le tribunal. Et si vous êtes en transfert d'entreprise, alors le sursis permettra la désignation d'un mandataire de justice qui lui cherchera des acquéreurs pour l'activité à transférer. Donc, la procédure de réorganisation par accord collectif. Là, c'est un plan d'appurement en fait que vous allez proposer aux différents créanciers. Alors, quel est l'intérêt de passer par une procédure? Puisque vous me direz, on peut faire une conciliation, on peut faire… Mais le gros avantage, c'est que si vous arrivez à obtenir une double majorité des créanciers, c'est-à-dire les créanciers qui sont présents le jour du vote, si vous avez la majorité de ceux présents ou représentés et que plus de 50% de votre endettement est représenté, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros de dette, si 52 000 euros de dette, l'équivalent de 52 000 euros de dette a voté positivement, vous allez imposer à l'ensemble de vos créanciers, donc à 100% de vos créanciers, ce plan d'appurement. Ce plan d'appurement, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir être imposé, par exemple, au SPF, donc à la TVA, au précompte, à l'ISOC. Il va pouvoir être imposé à l'ONSS également, puisque l'ONSS est moins… Le SPF fait beaucoup d'efforts avec la crise, l'ONSS beaucoup moins. Mais vous savez que si vous avez du retard avec l'ONSS, il vous accorde peut-être 4 mensualités, 6 mensualités, grand maximum 1 an, mais rarement plus pour un plan. Eh bien là, ils vous permettront de payer votre dette ONSS en 5 ans. 5 ans auxquels vous pourrez éventuellement, selon la structure de votre endettement, faire un abattement jusqu'à 80% de vos dettes. Donc, ne payez sur 5 ans que 20% du montant de votre endettement et également enlever éventuellement tout ce qui est majoration, tout ce qui est intérêt, tout ce qui est majoration, intérêt, enfin tout ce qui est les accessoires de ces dettes et qui montent très très rapidement. Les frais d'huissier, tout ça, vous pouvez enlever. Ou alors, la troisième option, c'est la réorganisation par transfert sous autorité de justice. Alors là, c'est une procédure qui est beaucoup plus radicale dans la mesure où, mais a priori, ce n'est pas vous qui resterez maître à 100% de votre activité. Pourquoi? Parce qu'il y a une cession qui va être organisée de tout ou d'une partie de l'activité. Vous pouvez avoir 2 activités dans la même société, une qui est viable, une qui ne l'est pas. Alors, vous transférez la viable et l'autre, eh bien, vous ferez une faillite dans cette société-ci. Alors, il y a un mandataire de justice qui va être désigné par le tribunal et qui va devoir faire une publicité de ça pour pouvoir avoir le maximum de potentiels acquéreurs. Et là, si vous souhaitez récupérer votre société via un autre véhicule, via une nouvelle société, une NewCo, vous pourrez le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, vous serez en concurrence avec potentiellement d'autres repreneurs. Et alors, la coquille qui va rester. Et l'avantage de cette procédure, c'est qu'on dit que la vente est purgeante. C'est-à-dire qu'une fois que votre activité est transférée vers la nouvelle entité,
qu'elles vous appartiennent ou que ce soit un tiers, eh bien, toutes les dettes restent dans l'ancienne société et on ne transfère que de l'actif. Voilà, au niveau des différentes solutions, je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est beaucoup d'informations en peu de temps, j'en suis bien consciente. N'hésitez pas à poser des questions. Le but est vraiment de pouvoir faire le tour de tout ce qui est possible, mais de pouvoir vous aider, vous faire aider pour, en fonction de votre, un, de ce que vous avez envie de faire et deux, de l'état de votre trésorerie, de choisir la solution qui est la plus adéquate pour vous en sortir dans cette crise. Je reste à votre disposition. Merci, Maître Bermond. Peut-être je fais un tour rapide au niveau du chat. Je ne voyais pas de questions écrites. Est-ce qu'il y avait un participant qui souhaitait éventuellement poser une question? À ce stade, pas de questions. Alors peut-être, Peter, tu souhaitais peut-être ajouter un complément avant de peut-être que chacun de nos intervenants rajoute l'un ou l'autre élément sur lequel il souhaitait donner une emphase particulière. J'ai peut-être deux choses à dire en complément de l'exposé de Maître Bermond ou de Jean-Pierre. On a évoqué la situation de l'indépendant qui serait responsable sur ses biens personnels en cas d'issue négative, disons, appelons ça donc la faillite. Il faut savoir qu'il y a une possibilité de protéger son habitation familiale par une simple déclaration auprès d'un notaire. Ça coûte un petit peu quelques centaines d'euros, mais ça permet de protéger l'habitation familiale. Elle ne peut donc pas être saisie et vendue par le curateur. Bien entendu, dans le cadre de ce séminaire de ce matin, il faut bien réaliser que ça concerne les dettes éventuelles futures, mais pas les dettes déjà existantes au moment de cette déclaration. Enfin, je le signale quand même parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et que c'est une chose à envisager pour les temps meilleurs, sans doute, de ne pas oublier de faire ce genre de déclaration. Alors, la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est un peu basé sur mon expérience personnelle, c'est qu'un indépendant est par définition quelqu'un qui est seul face à ses problèmes. Il a choisi d'être indépendant, donc il est prié et il doit résoudre ses problèmes lui-même. Voilà, c'est la réalité. Donc, quand les temps sont bons et quand il y a de l'argent à gagner, ben, c'est très bien pour son portefeuille. Par contre, quand les temps sont mauvais et que la situation est difficile, eh bien, c'est pour sa pomme, comme on dit. Je voudrais dire que dans une situation difficile, et tôt ou tard, tous les indépendants et toutes les entreprises passent par là, il y a des hauts et des bas continuels dans le monde de l'entreprise, eh bien, la première chose, c'est qu'il faut avoir un mental bien fait, en ce sens qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut garder confiance, il faut ressasser les choses, il faut les envisager sur tous les angles, et on finit parfois, assez souvent, je crois, par trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, je parle de solutions sur le plan économique, et je parle aussi de solutions sur le plan de démarches à faire, de contacts à prendre, de négociations à faire, auxquelles on n'aurait pas pensé 15 jours auparavant. Donc, j'engage tous les entrepreneurs qui sont confrontés à des difficultés actuellement à garder le mental, à garder le courage et à reprendre les difficultés une à une, très souvent, pour les envisager, les retourner, pour trouver parfois des solutions. C'est ce que je viens de dire. Et voilà. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, quand les situations sont désespérées, à un moment donné, il faut aussi vouloir s'en rendre compte. Mais avant qu'elles ne soient désespérées, il y a souvent des solutions à trouver
je répète, auxquels on n'aurait pas pensé une semaine auparavant et qui permettent d'avancer un petit peu dans le bon sens quand même. Je vois par exemple beaucoup d'initiatives dans le domaine Horeca où des gens viennent avec des solutions et des solutions et des propositions qui paraissent aujourd'hui, qui font qu'il y a un peu d'argent qui rentre et auxquels on n'aurait pas pensé du tout il y a un mois. C'est le message que je voulais donner. Merci Peter. Je voyais qu'il y avait une question concernant les slides et les PowerPoint. Bien sûr, nous pourrons vous transférer cela. Nous ferons ça via les collaborateurs de Monsieur Leschevin, Fabien Minguin. Alors, on a une question qui est: est-ce que ces renseignements sont valables pour les gérants de sociétés? Qui souhaitait reprendre cette question? Moi, je vais la reprendre. Est-ce que ces informations sont valables pour les gérants de société? Alors, je ne sais pas quelles sont les informations. Enfin, la question est un petit peu vague, mais si un gérant de société est endetté, il peut effectivement, en tout cas, faire l'aveu de faillite. Après, ce serait peut-être bien de préciser un tout petit peu la question, mais effectivement, tout gérant de société, tout associé, administrateur d'entreprise, maintenant on parle d'administrateur, peut faire un aveu de faillite s'il est personnellement dans une situation de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit. Peut-être Jean-Pierre, peut-être une précision, comme on l'avait indiqué au début de la présentation, sur en synthèse, quels étaient les éléments principaux que l'entrepreneur doit absolument garder à vue pour un pilotage de son entreprise, un pilotage, on va dire, préventif, ou en tout cas être apte à réagir très très rapidement dans ces situations d'incertitude et ce contexte de turbulence? Oui, tout simplement, comme on l'a exprimé, pouvoir avoir des tableaux de bord fiables, avoir une qualité d'information sur son entreprise qui est up-to-date. C'est vraiment quelque chose de fondamental et que très peu d'entreprises, malheureusement, mettent en place. Ce n'est pas très difficile de pouvoir connaître l'état de ses créances clients. Il y a des petits logiciels qui sont sur le marché, même en dehors de l'expert comptable, qui permettent de pouvoir connaître sa trésorerie au quotidien. Songez par exemple à des formules comme les CODA. Les CODA, donc, c'est l'extrait de compte de la banque ou des banques qui vous est envoyé sur un support XML informatique que vous rapatriez chez vous et qui sont automatiquement encodés. Et si vous avez bien programmé et paramétré, automatiquement, les comptes de vos clients sont mis à jour, le record est fait, donc il y a un apurement et vous avez la liste de ces personnes qui vous doivent de l'argent. À ce moment-là, vous prenez les mesures qui s'imposent si le délai est expiré. Vous pouvez aller vers des mesures de recouvrement amiables ou forcées. Le cas échéant, il y aurait des difficultés. Vous pouvez aussi demander à des structures qui sont un peu plus chères, c'est vrai, et dans ce cas-là, il faut avoir plus de créances, des structures de factoring, des structures de décentralisation, de gestion de votre trésorerie si votre entreprise est plus importante. C'est vraiment ça le fondamental pour que l'argent rentre, qu'il n'y ait rien sur les routes, et ainsi vous pouvez payer vos créanciers. Et si vos calculs sont bien faits au niveau de votre tableau de bord, faites un petit calcul très simple. Vous prenez vos déclarations de TVA, vous regardez vos ventes, vous diminuez vos achats. Et vous voyez déjà là-bas si vous gagnez de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, peut-être que l'argent est dans votre stock. C'est possible que vous avez acheté beaucoup plus que vous n'avez vendu. Donc, dans ce cas-là, vous corrigez. Mais si vous avez un stock constant ou si vous n'avez pas de stock et que vous vendez moins cher que ce que vous n'achetez, et c'est fréquent, eh bien, il y a des problèmes. Donc, faites-vous aider pour pouvoir calculer correctement vos coûts de revient. Le coût de revient, ce n'est pas uniquement de dire, voilà, je vais vendre moins cher que mon concurrent. Si votre concurrent n'a pas de loyer à payer parce qu'il a déjà payé son crédit, si votre concurrent n'a pas je ne sais pas moi, de matériel roulant, de camionnettes, etc. à payer, il n'a pas les mêmes coûts que vous.
dont vous ne savez pas pouvoir comparer. Donc, c'est un raisonnement très important de travailler sur le coût de revient de chacun des produits ou des groupes de produits de votre entreprise. Et je pense que nous avons eu une autre question dans le chat, peut-être Maître Bermond. Donc, Oui. la question est: bonjour, compte tenu du contexte actuel, une liquidation de société sans frais est-elle envisagée? Quand une société est fragilisée, comment peut-elle encore payer 4 000 €? Oui, je comprends tout à fait la question. Effectivement, vouloir liquider de manière propre devant notaire, ça reste un coût. Alors, s'il n'y a plus d'activité dans la société et que soit il y a de l'actif pour pouvoir payer ces 4 000 €, même si c'est un coût. S'il n'y a pas d'actif dans la société, rien n'empêche, effectivement, il n'y a pas besoin d'un endettement qui soit important. La hauteur de l'endettement n'a pas d'importance pour faire un aveu de faillite. L'importance de l'aveu de faillite, c'est que vous ne sachiez pas payer une facture, quand bien même l'ONSS cite en faillite parfois pour 600 €. Hein, donc, quand bien même le taux d'endettement n'est pas important, si vous avez une facture, par exemple, il n'y a plus d'argent sur vos comptes, il n'y a plus d'activité, mais vous devez simplement continuer à publier au moniteur les comptes, payer un comptable pour faire la comptabilité, et que vous n'avez plus envie de mettre de votre poche pour faire ça, rien ne vous empêche de faire un aveu de faillite. Un aveu de faillite, ça n'est pas stigmatisant, ça n'est pas grave, pour autant que la comptabilité ait été faite correctement et que la société ait été gérée correctement. C'est pas parce que vous avez fait un aveu de faillite que demain, avec votre société, que demain vous allez être fiché à la banque, vous n'aurez plus de droit de crédit, que vous ne pourrez pas remonter une société ou faire une activité, que vous ne pourrez pas devenir indépendant. Tout ça est totalement n'a rien à voir, et donc, mais la manière, si votre société n'a pas de fonds, pas assez de fonds que pour faire face au passif et n'a plus d'activité, c'est de faire un aveu de faillite classique, quand bien même l'endettement est à moins de 1 000 €, il n'y a pas de souci. Alors, Maître Bermond-Lucile, nous avons donc un complément de questions. Oui. Michael Guéris-Oléry dit merci pour cette réponse. Et donc, il y a une précision. Donc, y a-t-il une différence fondamentale entre l'indépendant personne physique ou indépendant gérant de société? Oui, parce qu'il y a un step au-dessous. C'est-à-dire que l'indépendant personne physique, lui, n'a pas le choix quand son activité va mal et qu'il est en cessation de paiement, il doit faire l'aveu de faillite. Et son patrimoine, hormis effectivement la protection de son domicile par une déclaration d'insaisissabilité auprès du notaire, son patrimoine est touché et il devra être vendu par un curateur. Alors que le gérant, a priori, au départ, a une personne morale. Il y a deux paniers différents, en fait. Donc, vous avez vos biens qui sont exclus de la société, qui sont protégés. Si votre société fait faillite, vous, en personne physique, vous n'êtes pas touché. Sauf si, effectivement, bien vous avez, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes porté caution solidaire pour, la plupart du temps, c'est pour un prêt bancaire ou auprès du bailleur pour les différents loyers. Et bien là, si votre patrimoine est affecté et que vous êtes totalement endetté et que vous ne savez plus faire face, avant, vous n'aviez que la possibilité de faire un règlement collectif de dette, ce qui est la procédure de faillite pour les personnes physiques qui ne sont pas indépendantes ou qui ne sont pas entrepreneurs, en tout cas maintenant on doit dire ça, puisqu'il est considéré maintenant un dirigeant de société, donc administrateur ou gérant, est une entreprise à part entière, et si elle a des problèmes financiers, eh bien elle peut faire aveu de faillite. Et là, on rejoint effectivement, il n'y a plus de séparation. Et il peut, comme un indépendant, il peut faire cet aveu de faillite et se retrouver face à un curateur. Quel est l'intérêt par rapport à un règlement collectif de dette? Eh bien, c'est beaucoup moins astreignant parce que vous n'avez pas un médiateur de dette qui va faire un plan sur 5 ans, sur 7 ans, qui va vous donner quelque part de l'argent de poche tous les mois et va rembourser vos créanciers. Vous avez un curateur qui, à un temps T, va être désigné et à partir de T plus 1, vous pourrez de nouveau travailler, entreprendre et votre nouveau patrimoine ne sera pas touché.
c'est un nouveau départ qui est possible. Est-ce que j'ai répondu à la totalité de la question? Alors, L'aveu de faillite est-il accepté d'office? Quid oui, si le voilà. tribunal refuse? Alors, l'aveu de faillite est-il accepté d'office? Il faut remplir les conditions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir été, il faut être entrepreneur ou avoir été entrepreneur assez récemment. C'est-à-dire que si vous avez fait la faillite de votre entreprise il y a 10 ans, vous n'êtes plus considéré comme entrepreneur. Il y a une espèce de jurisprudence, on ne sait plus d'où elle sort, mais il faut que votre activité ait été arrêtée il y a maximum 6 mois. Et il faut effectivement que vous ayez des dettes, cessation de paiement et ébranlement de crédit. Donc, aucune banque accepte encore de vous faire du crédit. Si le tribunal refuse, eh bien, vous pouvez faire appel de cette décision devant la cour d'appel. Pour autant, si effectivement vous estimez que le tribunal a mal lu votre situation par rapport aux conditions qui sont exigées par la loi. J'ai coutume de dire que le tribunal d'entreprise n'est pas la poubelle des sociétés. Donc, effectivement, il faut que les conditions soient là, parce que c'est évidemment la solution la moins coûteuse pour fermer une société, mais les conditions doivent effectivement être remplies. J'avais une petite question complémentaire pour Maître Bermond. J'entends souvent les gens me dire être confrontés à une espèce d'ostracisme de la part de la Banque nationale et des banques en général, la fameuse liste noire en cas de faillite. Qu'en est-il au fond exactement là? Évidemment, on ne parle pas de société, on parle de personnes physiques qui passent par la case de la faillite et après, elles peuvent donc, en théorie et sur base des textes, recommencer le lendemain, une activité d'indépendant, mais ces personnes sont confrontées à cette fameuse liste noire qui empêche toute forme de crédit, etc. Est-ce que vous avez plus d'expérience là, je crois? Ah, mais c'est une belle nébuleuse, effectivement. Voilà. Il y a deux problèmes dans la faillite personnelle, en personne physique. C'est effectivement ce fichage à la Banque nationale qui se fait sur base, la plupart du temps, d'une dénonciation d'une banque. Donc, c'est-à-dire que si la personne physique fait aveu de faillite, mais qu'elle n'a pas de dette bancaire, elle ne sera pas fichée. Mais a priori, hein. Mais dès qu'effectivement elle laisse une ardoise à une banque, elle devient quasi automatiquement fichée, ce qui est le cas aussi quand un gérant ou un associé ou un administrateur est aussi caution d'un prêt qui rentre dans le cadre d'une PRJ et qui n'est pas remboursé à 100% dans le cadre de cette PRJ. Effectivement, la banque va aussi avoir tendance à afficher la personne, l'administrateur. Alors, il y a toute une procédure qui est possible pour enlever ce fichage. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous obtenez l'effacement de vos dettes, il y a une démarche qui est possible pour demander à ce que ce listing soit retiré, que votre nom soit retiré de la liste. Ça, il faut vous renseigner effectivement auprès du Centre des entreprises en difficulté, de votre comptable, de n'importe quel professionnel qui a l'habitude des faillites pour enlever ce fichage qui est qui peut s'avérer à terme effectivement handicapant. Et alors il y a trois problèmes en fait en personnes physiques pour l'instant qui n'ont pas été résolus, c'est ce problème-ci. Le deuxième, c'est la TVA. Pour l'instant, il y a encore un bug, c'est-à-dire que si vous étiez indépendant personne physique, vous faites aveu de faillite, vous avez totalement le droit de recommencer une activité, mais pour l'instant, le SPF ne permet pas d'avoir un nouveau numéro de TVA. Ils ont un problème avec ça, donc la manière la plus facile, c'est d'ouvrir une société. Comme maintenant, il n'y a pas de capital minimum, c'est un peu plus facile. Et le troisième bug également, où les professionnels prêchent énormément parce que c'est très dangereux, c'est que lorsqu'une personne physique fait aveu de faillite, il se retrouve sans couverture sociale s'il n'était pas à jour de ses cotisations. Et donc ça, c'est un problème qui est évidemment gigantesque. Heureusement, on a des entrepreneurs qui ont tellement pris sur leur dos pendant des années qu'il n'y a pas d'accident dramatique, mais un jour, il y en aura. Et ces gens-là sont
avant de reprendre une activité, il y a un trou pendant lequel ils n'ont pas de couverture sociale. Donc, c'est un vrai problème et il faut y être attentif. Voilà. Très bien. Je voudrais compléter en expliquant que pas mal d'entrepreneurs en personnes physiques principalement qui sont en état de faillite ont une très grande difficulté de réouvrir un compte bancaire, si pas une impossibilité, de par le fait d'être sur cette liste que Lucie vient d'énumérer. N'oubliez pas les néobanques, toutes les banques sur Internet qui permettent de pouvoir ouvrir des comptes bancaires et qui ne consultent pas cette liste. Je vais citer des noms comme Revolut, comme N26, comme Bunk, comme Aeon, etc. Toutes ces banques-là, en personne physique, vous pouvez réouvrir un compte. La difficulté, c'est que vous ne savez pas déposer d'argent sur ces comptes, mais vous savez en retirer, faire des virements, faire des opérations courantes sans aucun problème. C'est une solution parfois qui permet un moment de dépannage pour retrouver une activité quand on veut se redévelopper après avoir été failli en personne physique. Et vous avez aussi la Banque de la Poste qui a une obligation de vous ouvrir un compte post-faillite. Ils ne le font pas. J'ai beaucoup de situations où ils refusent parce que comme c'est la BNP qui est actionnaire, eux disent, voilà, vous avez un compte chez nous et malheureusement, ils refusent. Je sais qu'ils devraient… Normalement, ils ont une obligation légale. Oui. Je sais, il y a un projet de loi d'ailleurs actuellement à la Chambre pour les obliger, les contraindre à avoir le service minimum universel. J'espère qu'il va passer. Nous avons une autre question, peut-être Jean-Pierre, tu pourras entamer celle-là. Donc, quelle possibilité a-t-on de négocier un arrêt avant la fin du bail auprès du propriétaire? Donc, c'est une question de Gabriel Wolf. Est-ce que l'on est d'office à la merci ou à la bonne volonté du propriétaire de l'immeuble ou on loue un commerce, un espace commercial? Donc, c'est clair qu'on est dans du contractuel. À partir du moment où il n'y a pas de procédure de protection de l'entreprise, on reste dans un cadre uniquement contractuel, c'est-à-dire le contrat de bail, que prévoit-il, quelles sont les indemnités, quelles sont les possibilités de sortir avant la fin du contrat, de résoudre à l'amiable. Donc, c'est une discussion. Alors, on peut aller, comme Maître Bermond l'a expliqué, en médiation, donc ou en conciliation d'abord, mais souvent le propriétaire ne veut pas vraiment une conciliation. Lui, ce qu'il veut, c'est son loyer, c'est les paiements. Et on peut aller en médiation pour essayer de trouver avec le médiateur une solution négociée qui fait en sorte que le bail est clôturé, qu'on rentre les clés, qu'on fasse l'état des lieux et que les montants des loyers post-clôture ne soient pas réclamés. Mais tout ça se fait dans une négociation parce que le cadre contractuel pour le juge de paix en l'occurrence, ça va être de dire, voilà, vous avez signé un contrat, malheureusement, vous devez le respecter. Alors, pour suivre sur l'autre question dont on a parlé évidemment dans la presse, il y a un avocat et je le remercie d'avoir obtenu cette jurisprudence, de faire en sorte qu'il y a le fait du prince, que le bailleur ne sait pas mettre à disposition le bien et qu'il y a là un trouble de jouissance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de décisions, enfin beaucoup, j'en connais 3, en sens contraire. Donc il n'y a pas que cette décision-là, je n'ai rien contre la presse je ne dis pas qu'elle n'a pas été objective, mais en tout cas, il y a des décisions dans l'autre sens où justement des juges de paix disent, notamment à Saint-Gilles, non, on est dans le cadre d'un contrat, le bailleur n'a pas cette obligation de respecter les incidences des dispositions du gouvernement. Ce sont des mesures sanitaires. Le bailleur, il a mis à disposition le bien au moment où les personnes sont rentrées dedans et puis il subit, comme tout le monde, les effets des mesures sanitaires. Donc voilà, c'est une décision isolée pour l'instant, celle qui a été obtenue par cet avocat, évidemment, qui a fait grand bruit de son succès. Et je comprends très bien, je suis tout à fait favorable à cela, mais l'objectivité veut que soyez très prudents par rapport à cela. Nous remercions les différents participants parce que nous avons encore une question. Maître Bermond, que se passe-t-il si la libéralisation de capital n'est pas entièrement libérée en société, pour une société SPRL existante depuis 2004? Eh bien, et si vous projetez de faire l'aveu de faillite, effectivement, c'est toujours bien, mais de préparer cet aveu de faillite avec votre comptable. Et pourquoi? Parce que, comme voilà, j'imagine que c'est ce qui est derrière cette question, c'est qu'effectivement,
en constituant votre société, vous vous êtes engagé à libérer une certaine somme pour pouvoir payer vos créanciers. Et cette somme-là, donc pour une SPRL avant, puisque maintenant la loi a un peu changé, mais le capital était 18 600 €, avec une libération minimum de 6 200 ou 12 400 si vous êtes en unipersonnel. Et la différence, les 12 400 non libérés, vous devez les libérer. Et si vous faites aveu de faillite avec un capital non libéré, vous risquez, enfin c'est à coup sûr, même le curateur vous demandera de les libérer. Ce qui ne fait jamais plaisir, d'autant plus que dans quasi tous les cas, vous, en tant que gérant ou en tant qu'administrateur, vous avez mis de l'argent, vous avez mis beaucoup d'argent dans votre société et soit il n'est même pas repris, soit c'est de la rémunération que vous auriez dû toucher que vous n'avez pas repris, qui est dans un poste particulier, soit c'est un compte courant gérant que vous avez. Et malheureusement, au moment de la faillite, si vous ne prévoyez pas, si vous n'anticipez pas ça avec votre comptable, eh bien, il n'y a pas de compensation entre la libération du capital et votre compte courant. Donc, vous pouvez très bien avoir un compte courant, c'est-à-dire que la société vous doit 100 000 €, mais si vous n'avez pas libéré le capital, eh bien, on vous demandera tout de même les 6 200 ou 12 400 € qui viendront compléter pour que les 18 600 soient libérés. Donc, faites très attention à ça et préparez l'aveu de faillite avec votre comptable pour ce qu'on appelle nettoyer ses comptes et faire en sorte que la situation, soit la situation réelle, mais qu'elle ne soit pas en votre défaveur dans la mesure où pendant des années, vous avez aidé cette société, vous l'avez soutenue non seulement physiquement, mais financièrement également. Pour compléter l'information de Maître Bermond, donc, il est possible, si votre compte courant, si votre libération de capital est supérieure à 3 000 €, de faire une dépense de 3 000 €, 1 815 € pour le notaire, à peu près 1 210 € pour votre expert comptable, afin de modifier la composition du capital dans vos statuts. Donc, dans les SPRL anciennes qui sont devenues SRL, ce capital ancien est maintenant dans une rubrique de capital indisponible. Et vous pouvez très bien réduire ce capital indisponible pour le mettre au montant de ce qui a réellement été libéré, puisqu'il n'y a plus de capital minimum. Donc, dans ce cas-là, vous faites une écriture comptable où vous réduisez les 18 600 à, par exemple, 6 200 €. Il n'y aura évidemment pas de remboursement du capital puisque vous ne l'avez jamais libéré, mais dans le cadre de l'acte du notaire, il reprendra le montant uniquement de 6 200 dans votre capital et il n'y aura plus de capital à devoir libérer. Ça coûte donc environ 3 000 €. Peut-être une dernière petite précision. Dans les cas les plus graves et les plus avancés en termes de difficultés, que peut-on faire et comment réagir si un huissier se présente pour une saisie? Quels sont les réflexes, quelle attitude adopter dans ces cas les plus graves pour tout de même rester, je dirais, dans le cadre de la loi, rester positif et envisager les solutions sous l'angle peut-être d'une approche de dialogue, même si un huissier se présente à notre porte. Mais l'huissier en soi n'est pas méchant, donc déjà l'accueillir gentiment, ne pas lui taper dessus et lui ouvrir la porte, mais plus sérieusement, le problème c'est quand l'huissier est là, c'est déjà des frais. Donc quoi qu'il arrive, l'huissier est toujours prêt à accepter un plan d'étalement ou en tout cas un paiement immédiat pour vous laisser un petit peu tranquille. Donc, si vous avez l'huissier qui est là, essayez de négocier tout de suite une petite somme ou que vous allez payer dans une semaine. Et surtout, le plus important, une fois que vous avez, entre guillemets, calmé l'huissier pour une semaine, 10 jours, prendre contact avec le créancier qui est derrière cet huissier. Parce que c'est lui qui, au final, va accepter ou non un plan. C'est lui qui va vous permettre d'avoir des termes et délais. Et si vous arrivez à négocier en direct avec lui, eh bien, vous évitez de passer par l'huissier. Pourquoi éviter de passer par l'huissier? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un versement, lui va prendre un droit de perception. Et le droit de perception n'est pas négligeable. Enfin, je vais vous dire comme ça une proportion qui n'est pas exacte, hein, mais vous versez 200 € à l'huissier, il va sûrement en garder une dizaine ou une quinzaine d'euros. Donc, c'est beaucoup.
et ça vous fait des frais en plus, donc vous n'avez vraiment pas besoin à ce moment-là. Donc, essayez, si vous avez un huissier, de vraiment reprendre contact avec le créancier lui-même et trouver un plan avec ce créancier-là et payer directement ce créancier-là pour éviter des frais inutiles via l'huissier. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un avait encore quelque chose à ajouter éventuellement en complément? Je voyais qu'il n'y avait plus de questions dans le chat à ce stade. Je voulais vous partager quelques infos concernant l'accès à notre dispositif. Donc, mais surtout, le premier réflexe, comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui, l'important est d'essayer de se tourner vers un certain nombre de conseils que vous pouvez avoir directement auprès des conseillers qui vous entourent, je dirais de manière régulière. Surtout ne pas briser le contact, surtout rester en lien avec eux, que ce soit les professionnels du chiffre, les professionnels du droit, les organismes bancaires, les organismes financiers. L'important est de ne pas s'isoler et d'essayer de toujours privilégier d'abord le dialogue, de garder vos différents partenaires, donc les considérer comme des partenaires et les garder informés de la situation pour prendre des mesures assez rapides, légères en termes d'impact. Mais de toute manière, vous le savez, aujourd'hui, la situation est quand même de plus en plus difficile. Les incertitudes s'accumulent et donc, bien entendu, les difficultés s'accumulent. Comment nous joindre très concrètement? Le dispositif CED-CEM est accessible par simple téléphone. Vous le voyez, le 02 533 40 90, qui est notre helpline. Vous avez aussi notre mail direct, ainsi qu'un certain nombre de formulaires et d'informations sur le site de Bessi, www.bessi.be. Vous avez aussi l'occasion de pouvoir faire éventuellement des diagnostics pour analyser l'étendue des difficultés de votre entreprise ou l'état de santé de votre entreprise. Et également, nous vous proposerons, si vous le souhaitez, différentes sessions pour analyser avec vous ces éléments de diagnostic, des sessions d'analyse de viabilité, essentiellement pour mesurer l'étendue des difficultés que rencontre votre entreprise aujourd'hui. Il y a également des ateliers qui sont orientés sur l'analyse des différents modes de clôture qui pourraient, que vous pourriez emprunter. Et comme l'a expliqué Maître Bermond aujourd'hui, il y a un panel de mesures qui sont accessibles. Et il y a également des ateliers que nous mettons en place pour soutenir les entrepreneurs au niveau des difficultés d'ordre humain, et essentiellement les aider à retrouver un certain équilibre personnel, un certain équilibre qu'ils doivent, je dirais, avoir une bonne balance au niveau de leur ressenti personnel, de leur santé pour affronter la crise. Surtout la crise qui n'est pas encore terminée à ce jour. Et même, je dirais, même s'il fallait, quoi qu'il arrive, envisager une clôture d'activité ou une faillite, nous avons coutume de dire que la vie ne s'arrête pas là. Tout entrepreneur et tout le monde peut connaître un échec. Et nous proposons de clôturer dans les formes légales pour conserver un certain nombre de moyens pour que l'entrepreneur puisse réfléchir, se projeter dans une autre activité éventuellement. Et c'est pour ça que Bessi coordonne également le programme Restart, qui est accessible à tout entrepreneur après faillite, qui est disponible sur le site de Bessi au niveau des services Restart. Ce programme est totalement gratuit. Bien entendu, il y a un certain nombre d'engagements à respecter et une candidature à introduire, mais ce programme est totalement accessible à tout entrepreneur après faillite qui souhaiterait recommencer une activité et se relancer. Avant de remercier tout le monde, je voulais aussi évidemment remercier tous les participants de votre présence et de votre attention. Nous remercions également la région pour son soutien qui permet de mettre en place le programme CED. Et je propose que chacun puisse peut-être faire un dernier mot en remerciant l'ensemble des participants. Je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, voilà.
Voilà, je vois qu'il y a un certain nombre de remerciements. Merci pour ce webinaire. Merci, merci, point d'exclamation. Merci, plus, plus. Donc, je pense que ce webinaire a été d'une utilité certaine pour les participants, les entrepreneurs présents. Encore un remerciement à Monsieur Leschevin, Fabien Minguin, qui a fait appel à notre dispositif et à Bessie pour animer avec ses services ce webinaire. Et merci pour cette initiative. N'hésitez surtout pas à reprendre contact et à aller de l'avant pour avoir une vue sur un certain nombre de solutions. Comme on l'a dit, je pense, assez régulièrement le long de ce séminaire, il existe beaucoup de solutions, mais il est important de s'y prendre le plus tôt possible. Grand merci à tous. Car l'ignorance coûte toujours très cher. Donc, on espère que ces éléments ont éclairé plusieurs entrepreneurs et en tout cas pourront vous permettre de prendre les mesures nécessaires pour redresser la barre et surtout poursuivre dans la continuité de vos activités. Voilà.